Bien, on reprend le fil, progressivement. Vous avez vu que aujourd'hui on est quel jour? Le 12 août, samedi 12 août. Et demain, le 13, ce sera mon anniversaire. 63 ans. Demain. Alors, oui, j'ai arrêté devant devant plusieurs éléments qui se présentent. J'ai levé le pied parce que on ne peut pas réagir sur tout. On pourrait même réagir parfois mal à propos, étant donné que on n'a qu'une version, on n'a toujours qu'une version des faits. Et puis après, on a une version des faits à travers ce que veulent laisser passer tous les médias. Je parle même des médias, je parle même des médias transgressifs, alternatifs. Là aussi, c'est une interprétation, et le mieux, c'est d'être proche de la réalité, quoi. Le mieux, c'est d'être tout proche de la réalité. Pour ça, des fois, j'essaie de regarder éventuellement des images issues de ce qui se passe dans le réel, parce que sinon, on part vite dans des interprétations d'interprétations. Et je vais voir si ma voisine est là. Est-ce que la voiture est là? La voiture est pas là. Ah, la voiture est là, oui. Voici. La porte est fermée. Donc, on passera peut-être en revenant. Oui. Et donc on est dans des interprétations, et puis on réagit à une tonne de suppositions, d'informations prédictives. Et je ne veux pas rentrer dans cette danse-là. Je sais, c'est fini, je ne veux pas alimenter ça. Il y a un truc malsain à vouloir alimenter les ressorts qui angoissent les gens. On a fait un diagnostic. Je pense que le diagnostic, on l'a fait. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec mon diagnostic, qu'ils établissent leur propre diagnostic, et on verra qui a raison. Parce que c'est l'avenir du réel qui donne raison ou pas à la valeur et à la qualité de notre diagnostic. C'est comme le médecin. Vous avez des médecins qui font des bons diagnostics, et vous en avez d'autres qui se plantent. Si vous êtes guéri, s'il a fait le bon diagnostic, il vous donne les bons médicaments, c'est que c'est un bon médecin, qu'il a fait le bon diagnostic. Il est évident que le médecin qui fait de mauvais diagnostics, eh bien, il va fatalement mal vous soigner, et vous allez tomber encore plus malade. Tout dépend du diagnostic et de la qualité du diagnostic. En ce qui me concerne, je l'ai fait. Je le fais depuis des années, et j'en tire des conséquences dans ma vie, pratique, courante, matérielle. À chaque fois que je fais un diagnostic, j'en tire des conclusions et je prends des décisions en fonction de ce diagnostic. Je me jette jamais dans un projet, ou je me jette jamais dans un... Je me jette jamais dans un projet comme ça, sans avoir établi un diagnostic à l'avance. Après, on peut se planter, hein. On peut dire, tiens, j'ai fait tel diagnostic et je me suis planté. Après, on corrige, on se remet en cause, on rectifie, on s'améliore. En fait, le diagnostic, c'est un exercice intuitif, mental, intellectuel, sensitif. En gros, on active tous nos sens qui sont à notre portée, nous humains, pour apprécier l'environnement comme une machine, pour apprécier l'environnement dans lequel on est, l'espace-temps dans lequel on est. Et de là, on
on établit ce diagnostic, on le rédige, et à partir de là, on prend des décisions, et on prend des décisions concernant notre vie, notre survie, je dirais, et puis à partir de là, on établit son propre programme. Un côté mécanique là-dedans, effectivement. Il y a aussi l'inspiration, c'est-à-dire que le fait de s'exercer à faire un diagnostic peut nous aider dans notre propre inspiration. On peut se nourrir d'une forme d'inspiration et cette inspiration peut nous donner des pistes, nous dire si oui ou non c'est bon d'aller dans cette voie-là. Parce que parfois, il y a des décisions à prendre, par exemple acheter une maison, ou changer d'endroit. C'est une décision très importante. C'est toujours des décisions très importantes qui calibrent votre vie pour des années, voire votre fin de vie. Donc le lieu où vous allez vivre, le lieu que vous allez habiter, c'est en fonction d'un diagnostic que vous avez fait de votre vie présente. Mais parfois, c'est très compliqué d'appréhender le futur et de savoir qu'est-ce qui va nous attendre si on achète telle maison ou telle autre, si on épouse telle région, si on va dans tel secteur de la France. On n'a pas tous les éléments. On ne peut pas ne pas se tromper. Je dirais, en fonction de certains critères qu'on aurait établis, on peut toujours se tromper. On peut toujours faire des erreurs parce qu'on n'a pas en nous parce que c'est pas rationnel en fait l'histoire. C'est pas établi sur un programme hyper rationnel. Vous appuyez sur un bouton et vous savez exactement où vous devez aller vivre, dans quelle maison, dans quel habitat, etc. Donc des gens ils pensent que ça fonctionne comme ça fonctionne pas comme ça. Mais je dirais que le diagnostic, c'est une prise de conscience. Quand je parle de diagnostic, c'est une prise de conscience de l'environnement. Ensuite, il peut y avoir une aide intérieure, c'est-à-dire qu'on peut poser la question en nous. On se dit, voilà, je dois changer. Je prends l'exemple de changer de maison. Je prends l'exemple d'aller habiter quelque part dans une région en France et choisir une maison. Ben ça, on peut s'appuyer sur une forme de mystique intérieure qui serait comme une forme de petite voix qui nous guiderait, qui nous dirait « Oh là, n'y va pas là, t'as vu ça, mais n'y va pas. » Et puis à force de tâtonner, d'avoir ce désir en nous, il y a une forme de... Après peut-être des échecs, des réussites, des échecs, en tous les cas des visites d'endroits, des visites de maisons. J'ai déjà vécu ça, c'est pour ça que je vous en parle. Bien, hop, d'un seul coup, vous avez la révélation. C'est là que vous devez être. Alors, les critères ne sont pas toujours ceux auxquels vous avez pensé. Mais l'avenir confirme que votre choix était le bon. Pourquoi? Parce que les critères que vous aviez à l'époque où vous cherchiez un endroit pour vivre, une maison ou n'importe quoi, eh bien, se sont révélés faux et vous découvrez après coup, après un choix basé sur une forme d'intuition, qu'en réalité, elle vous correspond, la maison vous correspond, le lieu vous correspond par rapport à des critères que vous n'aviez pas évalués. Donc le diagnostic est important. Mais il ne faut pas rester dans le diagnostic. C'est-à-dire qu'on peut, parce qu'on peut être entraîné, le risque il est là, on peut être entraîné dans un inventaire des menaces. C'est le risque. C'est-à-dire que vous avez une liste de menaces devant vous, la guerre en Ukraine, le soulèvement en Afrique, la réapparition du Covid et le transhumanisme et la monnaie numérique et le krach bancaire et la guerre civile. Vous voyez ? On est entraîné à faire l'inventaire de tout ce qui ne va pas ou de tout ce qui nous menace. Et c'est comme un tourbillon, comme une forme de vertige. C'est un constat vertigineux parce que vous êtes pris dans une spirale qui est tellement, surtout quand vous êtes actif, que vous essayez d'aller piocher l'info, que vous essayez d'ouvrir les yeux et d'être conscient. Waouh,
Là, ça y va. Donc, il y a des choses qui sont là, devant vous, hyper angoissantes, hyper stressantes, et du coup, vous êtes paralysé dans l'action. Parce qu'il y a tellement d'éléments et de facteurs qui nous apparaissent comme des facteurs extrêmement dangereux ou périlleux, qu'on tombe dans une forme de paralysie. On ne bouge plus. On n'entreprend plus rien. On est paralysé, figé, sidéré. Et c'est une forme de sidération. Et puis on rumine. On rumine sans arrêt. On rumine et on répète et on répète. Et on répète incessamment les objets de nos préoccupations. On peut très facilement être pris là-dedans. Et les réseaux sociaux, évidemment, par affinité, nous entraînent dans cette voie-là. Et donc, vous faites des vidéos axées sur la nouvelle menace qui arrive, et paf, vous faites 10 000 vues, parce que les gens sont tellement angoissés, et vivent tellement de cette nourriture, presque une nourriture un peu, comment dire, oui, néfaste. C'est pas le mot que je cherchais. Des fois, je cherche un mot particulier, je ne trouve pas. Il y a quelque chose de vicieux là-dedans. C'est comme si on s'imposait une forme de torture, en allant toujours chercher l'information qui va nous accabler. Comme si on avait une forme de boulimie, on était pris d'une boulimie de quelque chose de nocif. C'est très, très, très piégeant. Ça, c'est les réseaux sociaux. Et vous avez des chaînes qui alimentent aussi ça, des chaînes de télévision qui alimentent ça. Alors, au bout d'un moment, vous dites, ça va plus, c'est la cata, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? On vit avec une épée Damoclès au-dessus de la tête, entre la guerre civile, le Covid, un futur éventuellement Covid, confinement, un pass sanitaire, un pass écologique, et j'en rajoute, et une monnaie numérique, et le transhumanisme, et la puce encore, et je t'en rajoute, et la dictature, et Macron, et là, et ben non, ça y est, c'est parti pour l'Afrique, etc. Vous voyez? À un moment donné, on ne peut plus. Il faut lâcher, vraiment, pour le coup, il faut lâcher prise, comme disent les spirituels. Et oui, parce qu'on ne peut plus. On ne peut plus, et je suis pas sûr que ce soit productif. Mais, n'empêche que il est important d'avoir fait le bon diagnostic. Après, vous savez, à partir du moment où on a étayé notre diagnostic, à partir du moment où, plus ou moins en tous les cas, après on peut creuser les raisons, on peut aller au-delà des apparences et chercher les motivations de tout cela. Mais en gros, on voit bien où on nous mène, on voit bien les enjeux de civilisation. Ce qui veut dire qu'on a quasiment compris le plan, le fameux plan. C'est ça le diagnostic, c'est de comprendre le plan. Après, qui est à la manœuvre du plan? Là, on peut repartir dans des supputations à l'infini, remonter à la nuit des temps, etc. Aller chercher les extraterrestres, tout. On peut passer notre vie à ça aussi. Mais ça n'aide pas. Ça n'aide pas du tout de passer son temps à cela. Ça n'aide pas à vivre, ça n'aide pas à survivre. Et ça n'aide pas à être en bonne santé. Donc. C'est pour ça que dans ma dernière vidéo, j'avais dit je lève le pied, parce que j'ai dit stop, on va arrêter. Là, ça y est, c'est bon. Là, je rediffuse des vieilles vidéos, qui sont toujours bonnes à revoir, mais ce sont des anciennes vidéos.
Et donc, pour préserver un équilibre intérieur, pour pas devenir dingue, pour pas perdre la santé psychologique, la santé physique aussi, parce que c'est lié, eh bien, on va arriver à un moment donné où le diagnostic, on est OK, on l'a fait, c'est bon. Maintenant on arrête, on fait une pause, et on essaie de réfléchir autrement que dans un logiciel nostalgique ou dans un logiciel catastrophique. Il ne s'agit pas de faire semblant, attention, il ne s'agit pas de faire les marionnettes, de danser la danse au canard, de faire comme si de rien n'était. Non, il y a quelque chose dans ce que l'on vit de tragique. On est OK. Il y a quelque chose de tragique. Nous vivons une tragédie. Mais la vie humaine est une tragédie. Pourquoi les grands auteurs écrivent des tragédies, pardon, parce que la vie est tragique. Donc, c'est depuis la nuit des temps que la vie est tragique. C'est une forme de mensonge dans lequel on a été éduqué, qui faisait croire que la vie était, que c'était un parc Disney, et qu'une fois qu'on a fait le parc Disney, on finit dans un EHPAD. Cette société moderne a créé un immense parc de loisirs, avec des tas d'esclaves autour qu'on ignore, hein, on fait semblant de ne pas voir. Puis nous, on est dans le parc, on passe d'une attraction à une autre attraction, d'un restaurant à un autre restaurant. Puis on se dit, c'est la société du divertissement. Attention, il y a les esclaves qui sont autour de cette société de divertissement. On ferme les yeux, on est dans la repentance, la mauvaise conscience, tout ce que vous voulez. Parce que voilà, on n'est pas tranquille. Donc toute notre repentance vient du fait qu'on est dans une société de loisirs, de distraire, de distraction. On est dans le parc Disney. Puis quand vous avez fini le parc, finissez dans un EHPAD, votre vie est terminée. Donc on vous a fait croire ça. Non, la vie humaine, l'incarnation est une tragédie. Tous les textes religieux, tous les textes sacrés le disent. Il n'y a pas, toutes les mythologies sont basées là-dessus. Donc si toutes les mythologies sont basées sur cette tragédie humaine, vous pensez bien que c'est normal qu'elle nous rattrape aujourd'hui. C'est tout à fait logique. Il n'y a rien d'extraordinaire. On va, oui, il y a des choses absolument monstrueuses. Il y a des choses, et c'est pas que la Shoah, vous voyez, tout ne se résume pas au nazisme et à la Shoah, comme certains pensent. L'homme est monstrueux. Et il y a des actes de barbarie tous les jours. Il y a des gens qui sont torturés, des gens qui vivent un enfer, et toujours, actuellement. On ferme les yeux. On va passer par là. Bon, si je prends l'exemple de l'expérience de Juan Branco, pour moi, cette histoire est un mystère parce que ça n'a pas été relayé dans les médias officiels du tout. Même dans certains médias africains, j'ai vu, il n'avait pas été forcément... Afrique Média n'a pas relayé son aventure au Sénégal. Donc, j'ai regardé au Sénégal, il n'y a rien qui filtre en ce moment. Il n'y a pas de témoignage en particulier. Juan Branco, il a fait sa conférence de presse. Je ne sais pas s'il va à nouveau prendre la parole et repartir sur les médias pour dénoncer ce qu'il a vu dans les prisons à Dakar. Mais si, je vous dis bien si, j'espère qu'on n'est pas manipulé. Mais si ce qu'il dit est vrai, en ce qui concerne simplement la prison où il est allé, c'est-à-dire il vous dit qu'il y a une prison, il a été enfermé dans une prison, normalement c'est 600, c'est prévu pour 600 personnes, ils sont 3000. Il dit que tous les opposants sont actuellement, il y a une chasse aux sorcières des opposants politiques, plus de la torture, plus des corps
avec des balles, où ils ont des blessures par balle, et ils vivent dans des conditions, ce qu'on appelle des conditions horribles. Si cette information est vraie, si vraiment il ne s'agit pas d'une manipulation, d'une tromperie, restons prudents toujours, parce que là aussi, je ne suis pas assez si vous voulez, infiltré dans ces réseaux-là pour connaître la vérité à ce propos-là. Mais si vraiment le témoignage de Juan Branco, si vraiment ce qu'il a dit est la vérité, c'est absolument horrible. On a à notre époque, on a un régime, qui est le régime sénégalais, soutenu par le gouvernement français, qui se transforme en une dictature et qui fait des crimes contre l'humanité, ce qu'on appelle les fameux crimes contre l'humanité. Ça veut dire qu'en réalité, ils sont en train de traiter des humains pire que tout, quoi. On est dans l'horreur absolue, c'est actuel. Et le régime français, le gouvernement français qui se délecte de repentance, est pris en contradiction, parce que on est en repentance toujours par rapport au passé, mais on n'est pas en remise en cause et en question du présent. C'est très facile d'être en repentance, de dire « Ah, mais c'est nos anciens, nos aînés, ils ont été monstrueux, ils ont fait du mal et tout ça ». Mais là, on parle d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, c'est-à-dire que là, tout de suite, dans les prisons à Dakar, si on en croit ce que dit Juan Branco, des gens sont torturés, malmenés, ils sont 3000 au lieu de 600 dans une prison qui est dans un état épouvantable. La nourriture, vous imaginez, ils ne peuvent même pas s'allonger pour dormir, c'est ce que dit Juan Branco, je dis bien c'est ce qu'il dit, c'est son témoignage. Si son témoignage est réel et vrai, si vraiment des hommes, des humains sont traités de cette manière-là, c'est-à-dire dans des conditions d'hygiène absolument abominables, qui n'ont même pas la possibilité de s'allonger, qui sont groupés comme ça dans des pièces à plusieurs sans pouvoir avoir un minimum d'hygiène, vous imaginez, je ne vais pas vous faire un dessin, et que personne, à part lui, ne dénonce cela. Il n'y a aucune instance internationale qui se mobilise à propos de ce traitement qui est absolument abominable. Même le gouvernement français devrait se désolidariser du gouvernement sénégalais en pareille occasion. Dénoncer, nous qui sommes toujours dans la repentance, Macron qui est toujours dans la repentance, qu'est-ce qu'il attend pour dénoncer ces crimes qui ont lieu actuellement au Sénégal? Si c'est vrai, il paraît qu'il y a des morts, il paraît qu'on tire sur la foule, qu'on tire sur les manifestants. J'ai cherché sur le net tout ça, il y a des témoignages, mais il y a très peu d'images. Tous les réseaux sont coupés, tous les réseaux sociaux sont coupés au Sénégal. Et j'entends pas énormément de témoignages du Sénégal. Donc, il se passe l'équivalent actuellement certainement d'une guerre civile au Sénégal, avec des opérations d'un régime qui est en panique. Quand vous internez comme ça, quand vous mettez en prison tous les opposants, ainsi que le maire de Dakar, je crois, c'est une forme de régime en sursis. Et où sont ces belles consciences? Où sont Omar Sy? Où sont Mbappé? Où sont tous ces footballeurs noirs, africains, toujours prêts à faire preuve de fraternité, de solidarité avec leur peuple qui a tellement souffert, tous ces gens qui sont dans la repentance, dans le souvenir, dans la commémoration de l'esclavage, là, tout de suite, là, au Sénégal, il se passe des choses et personne n'a réagi. On ne les entend pas, ces gens-là, pour se mobiliser. Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a quand même une véritable incohérence. Donc, vous voyez que on n'est pas au bout de nos surprises. Et ça, vous voyez, ça participe à ce fameux diagnostic dont je vous parlais, où on note ce type d'incohérence, de mauvaise foi. Et on voit bien qu'on va être pris dans nos propres
notre bonne conscience et notre bonne morale et toujours notre humanisme qu'on met toujours en avant, certainement que là, on rentre dans un effet de ciseau, c'est-à-dire qu'on va être pris dans nos propres contradictions. Et à force d'alimenter la haine de nos ancêtres, à force d'avoir été dans cette repentance, parfois à géométrie variable, mais on a appuyé en disant que c'était des crimes de guerre ce qu'avaient fait nos ancêtres, on a nourri la haine chez les Africains, on leur a donné un objectif, c'est de nous détruire, parce qu'on a tellement nourri la haine de nous-mêmes chez les Africains, qu'il ne faut pas s'étonner qu'après ils se retournent contre nous, ils nous disent, mais c'est vous qui nous avez dit que vous étiez que vous faisiez de la torture, que vous faisiez des crimes contre l'humanité, c'est Macron qui l'a dit. Donc il ne faut pas s'étonner que maintenant on se venge, parce que c'est ça qui nous attend. C'est-à-dire qu'on va avoir une population tellement remontée contre l'homme blanc, contre le français, colonisateur, l'odieux colonisateur, etc., qu'on va se retrouver pris au piège de notre propre repentance. Vous pensiez que c'était facile de se dédouaner comme ça sur les anciens, sur nos ancêtres, et puis nous de continuer la belle vie, aller au Club Med, aller dans les pays où tout est bon marché. Il y a eu des Club Med en Afrique, tout ça, où les Blancs allaient se distraire. Et puis, il y avait bien la misère à côté. Ça ne les empêchait pas d'aller, tous ces gens de gauche aussi, avec toujours cette conscience extraordinaire, d'aller dans ces clubs, tout ça, open bar et tout ça, se bouffer, alors que vous aviez des gens qui crevaient de faim à côté. Ça ne les a pas empêchés. Mais on disait, non, ça c'est rien, ça. Vous voyez qu'on est pris un petit peu dans nos contradictions. Et donc, je crois que notre séjour dans le parc Disney, dans notre parc d'attractions, je pense que notre séjour là, il est en train de prendre fin. Et que cette ignorance, cette hypocrisie, cette mauvaise foi, cette fausse repentance va ouvrir la porte à quelque chose qui, à mon avis, va être assez violent. Je pense que ça va être violent. C'est pas le Covid, vous allez voir, ça va être pire que le Covid. Là, c'est hors sujet, votre histoire de Covid. Ce qui nous attend là, c'est une mécanique, un boomerang qui va sauter, bien entendu, à la figure des Français, parce que c'est les Français qui vont manger en premier, les bobos en premier des grandes villes. Donc là, il va y avoir effectivement, il y a un ressentiment tellement fort chez la population qui souffre, qu'elle va trouver son bouc émissaire, et le bouc émissaire, il est tout à fait trouvé, avec une instrumentalisation derrière, bien sûr, d'autres puissances. Ça va être le français, voire l'homme blanc, comme en Afrique du Sud. Alors, je ne dis pas qu'ils ont raison, parce que je pense qu'ils vont également... Je pense que le logiciel de victimisation est un logiciel qui vous détruit. Quand vous êtes, et je l'ai dit dans le harcèlement moral, et je l'ai dit partout, tous les employés, tous les salariés, tous les qui étaient victimes de harcèlement et qui s'enfermaient dans un processus de victimisation se flinguent eux-mêmes. Ils se détruisent, ils s'auto-détruisent. La victimisation, c'est-à-dire la désignation du bourreau, vous transforme, une fois que vous avez tué votre bourreau, vous vous transformez en votre propre bourreau. C'est un mécanisme qui a été déjà décodé. On le sait. C'est pour ça que dans l'Évangile, il y a le pardon. Et ce serait trop long à vous embarquer là-dedans. Mais le pardon est une manière de sortir de la victimisation, de cette relation où c'est la faute du Père, où c'est la faute de lui, c'est sa faute à lui si je ne suis pas bien. Et vous vous enfermez dans un logiciel autodestructeur. Le pardon, c'était pour simplement être une forme d'alchimie qui nous... C'est pas le pardon, le petit pardon bisounours, ça n'a rien à voir. C'est un autre processus qui nous sort de la relation de victime à bourreau. Sinon, vous allez devenir le bourreau de vous-même le jour où vous aurez tué votre bourreau. Parce que la victime, en se victimisant, va chercher à tuer le père, à tuer le bourreau, et elle a trouvé son bouc émissaire, elle va le tuer, et ensuite, c'est elle qui va devenir son propre bouc émissaire, et elle va s'auto-détruire. Vous savez, c'est la relation de l'enfant et du père.
de l'enfant et de la paternité. Il y a ce passage où il y a la révolte de l'adolescent, ensuite il passe par l'initiation et ensuite il intègre le monde des adultes. Il passe par ces phases qui sont un processus qui est bien repéré sur le plan psychologique. Sauf que quand vous restez dans la posture de l'adolescent qui en veut à son père éternellement, vous êtes comme tous ces gens que j'ai vus qui font des psychanalyses toute leur vie parce que maman elle a eu ça, papa il a fait ça, et qu'ils sont tous dans un ressentiment vis-à-vis de leurs parents éternellement. Ils suivent des psychanalyses, ils enrichissent les psychanalystes pour ça, et ils ne sortent jamais de leurs problématiques. Jamais, jamais, jamais. La solution, c'est le pardon, mais c'est pas le pardon bisounours, c'est une autre énergie qu'il faut mettre en place. C'est une sorte d'autre voie, je dirais. Et elle libère, et vous n'êtes plus ni bourreau ni victime. Le problème de l'Afrique, c'est qu'elle est dans ce processus-là, et des Africains. Donc ils pensent que tout vient de la France, que tout leur malheur vient de la France. Ils ont réduit ça à cela, sans jamais une seule fois se remettre en cause eux. Et ce fait-là, alors c'est très facile, hein. On se solidarise contre le français, contre la France, etc., etc. Je dis pas qu'ils ont tort, je dis qu'ils rentrent dans un processus de victimisation qui va se retourner contre eux. C'est écrit d'avance. C'est ça le diagnostic. C'est mon diagnostic. Vous pouvez le contester, ça m'est égal, mais je ne reviendrai pas dessus. C'est celui-là que j'ai aujourd'hui et que je pense juste. Donc vous voyez que, d'une certaine manière, nous-mêmes, avec Davos, avec Schwab, avec tout ça, on s'enferme aussi dans un processus de victimisation par rapport à une puissance qui veut nous écraser, qui veut nous éteindre et tout. Et là aussi, nous sommes piégés là-dedans. Si nous n'en sortons pas, nous sommes piégés. On est obligé d'en sortir, on n'a pas le choix. Si on reste là-dedans, on devient malade, on se mine et on devient fou. C'est pour ça que je ne veux pas entretenir ce sentiment-là non plus. Il était évident qu'il fallait relever les incohérences et qu'il faudra continuer à les relever, les incohérences. Il n'y a pas de souci. Mais on est obligé de regarder ailleurs. On est obligé de porter notre regard sur autre chose. Parce que je vois bien qu'il y a une forme de piège. Vous savez, la vie, elle est comme ça. En fait, c'est comme un terrain miné. On n'est jamais à l'abri de tomber sur une mine. Et c'est pour ça que moi je recommande, c'est beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, s'entraîner toujours à poser des questions, s'interroger sans arrêt. Parce que cette assurance de soi, ce côté fanfaron, je suis sûr de moi, j'aimais toutes mes théories et tout ça, ça vous conduit toujours dans une impasse, toujours. On n'est pas capable, nous, humains, de tout comprendre, de tout assimiler. Il y a toujours un moyen. Nous sommes que des gens, nous sommes limités par nos sens, limités par notre intelligence, et ça nous conduit toujours à des interprétations. Alors vous pouvez passer votre temps, si vous êtes plus ou moins doué, à écrire des livres, à faire des conférences, pour persuader les autres que vous avez raison. Et vous aurez toujours des gens qui sont là pour vous écouter, vous suivre. Parce que c'est très facile de créer une cour et d'avoir ses disciples qui vous suivent dans votre théorie. Mais sachez qu'à chaque fois, c'est faux. Il n'y a personne, il n'y a pas un être humain qui détient la vérité. Il n'y en a pas un. D'où la nécessité d'être extrêmement humble. Et les gens qui disent, qui affirment, j'en vois dans les commentaires, ils arrivent avec des affirmations. C'est fou. Un orgueil, mais l'orgueil spirituel, si vous saviez l'orgueil spirituel, c'est pire que tout. Pour ça, des fois, je préfère quelqu'un qui est athée que quelqu'un qui a soi-disant la foi et qui te ramène sa fraise avec toutes ses convictions spirituelles-religieuses, qui n'y connaît rien, qui n'a rien compris, mais qui te sort, en plus des banalités d'interprétation, style CM2,
bac à sable. Et là, je me dis, non, je réponds pas. Ça sert à rien de répondre à ces gens. Ils sont perdus d'avance. Ils sont perdus dans leur petite case interprétative de ce qu'ils pensent être la vérité. C'est pour ça que nous sommes des chercheurs. Nous sommes des chasseurs. Nous cherchons la vérité. Nous poursuivons la vérité. Nous sommes en quête de la vérité et nous mourrons en quête de la vérité. Tant que nous sommes dans cette tension, tant que nous sommes dans cette attitude humble de celui qui cherche et qui pose des questions, nous avançons. Le jour où nous prétendons savoir, le jour où nous prétendons détenir la vérité, c'est foutu. Vous êtes foutus. Et apprenons à remettre en question tout ce qu'on nous présente. Il y a tellement d'éléments qui nous échappent qu'il faut savoir qu'à chaque fois, c'est l'interprétation d'un humain que nous entendons. C'est l'interprétation d'un cerveau que nous entendons. Quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, c'est toujours une interprétation. Et qu'on peut soi-même trouver un autre chemin interprétatif de la question qui est évoquée. Voilà un peu le fruit de ma réflexion aujourd'hui, après avoir levé le pied pendant une semaine, je crois. Vous verrez cette vidéo demain. Demain, nous serons dimanche 13 août. Et donc, vous découvrirez cette vidéo, j'espère, avec un beau soleil, parce que là, je crois qu'on va avoir quelques beaux jours. Il faut en profiter. Il va faire un peu chaud, c'est agréable, parce qu'on a souffert du froid, on a souffert de la pluie. Alors si on pouvait avoir un petit répit, c'est-à-dire un peu de lumière, un peu de soleil, eh bien ça va nous faire du bien. Voilà les amis, je vous souhaite donc un bon dimanche, parce que c'est demain que vous découvrirez cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Thank you.